Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. Donc on est sur le CTF Alfred, un CTF de niveau Easy. Je crois que c'est un CTF accessible qu'au Premium, par contre celui-là, voilà c'est ça. C'est un CTF seulement pour les Premium. Donc exploitez Jenkins pour obtenir un shell initial, enfin un premier shell. Et ensuite élevez vos privilèges en exploitant les jetons d'authentification Windows. Dans cette room, nous allons apprendre à exploiter des défauts de configuration communs sur un serveur d'automatisation très répandu, Jenkins. Cet outil est utilisé pour créer des pipelines de développement continu, d'intégration continue, qui permettent aux développeurs d'automatiquement déployer leur code une fois qu'ils y ont apporté des modifications. Après cela, nous utiliserons une méthode d'élévation de privilèges intéressante pour gagner l'accès total au système. Comme c'est une application Windows, nous utiliserons Nichang pour avoir un accès initial. Le repository contient un ensemble utile de scripts pour l'accès initial, l'énumération, l'élévation de privilèges. Dans ce cas, nous utiliserons les scripts reverse shell, ok. Oui, la machine répond pas au ping, blablabla, ok. Combien de ports sont ouverts? Du coup, on va faire un scan nmap, comme on fait d'habitude, donc je vais faire nmap. L'adresse IP cible, c'est 10.10.238.124. Un scan agressif, on scanne tous les ports, comme d'habitude, et on enregistre ça dans un fichier. Ok, le scan nmap vient de se terminer, alors il a duré un peu longtemps. Je pense que c'est dû au fait que c'est une machine Windows. Donc on a 3 ports ouverts, 3 ports TCP. Bah du coup on va noter ça. Avant on va juste regarder vite fait. Donc là on a Microsoft 2IS, IIS. Bon j'appelle ça 2IS, HTTPD. Bon en gros c'est un serveur web sur Windows quoi. Fait par Microsoft. Je crois pas que ce soit open source ça, contrairement à Apache. Il me semble qu'Apache est open source. Visiblement le site web n'a pas de titre. On a le port 3389 qui est ouvert, ok. Et on a le port 8080 qui est ouvert, Jetty, je sais pas comment on dit. Donc c'est une machine Windows, on savait déjà ça. Ok, bon, alors on va renseigner du coup ce qu'on a trouvé. Donc il y a 3 ports ouverts. Oula, ah, j'avais pas le pavé numérique activé. 3 ports ouverts. Donc ensuite, quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter dans le panel, dans le format username password. Alors s'il nous le demande comme ça, soit on a moyen de trouver un nom d'utilisateur au moins quelque part pour le brute force, soit ça va être un truc ultra basique, je pense. À mon avis c'est sur le port 8080. On va aller voir avant sur le port 80 ce qu'il y a, mais à mon avis, là où on doit se connecter ça va être le port 8080. Donc alors je vais taper 10.10.238.24, ok. RIP Bruce Wayne, donation to Alfred, gna gna gna. On va regarder le code source, hein. Peut-être qu'il n'y a rien, hein, c'est juste pour être sûr. Ouais, on a potentiellement, je sais pas si ça va nous servir dans ce CTF. Dans le CTF Easy en général on n'a pas besoin de ça, mais là on a potentiellement par exemple un nom de domaine, potentiellement un nom d'utilisateur aussi. Donc ça c'est des choses qu'on peut retenir en général. Après il me semble pas que dans ce CTF on a besoin de ça, mais voilà. Dans d'autres CTF, il se peut que ce genre d'information soit utile. Alors, on va aller voir sur le port 8080, à mon avis c'est là qu'il faut trouver les identifiants. Voilà c'est ça. Welcome to Jenkins. Donc là on est sur Jenkins. Alors par défaut, moi, les identifiants que j'essaye toujours sur quasiment toutes les pages de connexion, de manière générale j'utilise admin admin. Et ça fonctionne, voilà. Bon bah les identifiants c'était admin admin. On va renseigner ça, admin admin. Bon ça c'est vraiment, ça paraît bête comme ça, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui laissent les identifiants et mots de passe par défaut, ce qui est dangereux. Encore quand vous faites des tests sur un truc qui est pas connecté à internet, ok, mais bon, à partir du moment où c'est sur un serveur ou n'importe quoi qui est connecté à internet, faut au moins s'assurer d'avoir changé le mot de passe, au moins quoi. Bon enfin bref. Après c'est rare hein, je pense, hein. C'est pas non plus très répandu ce genre d'erreur, mais... Enfin j'espère pas en tout cas. Trouver une fonctionnalité de l'outil qui permet d'exécuter des commandes dans le système underlying. Je sais pas comment le traduire. Une fois que vous aurez trouvé cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser cette commande pour obtenir un reverse shell sur votre machine. Vous devez d'abord télécharger le script PowerShell et le rendre disponible à télécharger, ok. Vous pouvez faire ça en créant un serveur HTTP avec Python, ça je le fais tout le temps. Bon ben déjà on va obtenir un reverse shell, donc déjà je vais copier ça. Et du coup il faut qu'on trouve une fonctionnalité permettant d'exécuter des commandes. Ça me dit quelque chose parce que j'ai déjà fait ce CTF, mais je saurais pas du tout où c'était. Si je vais dans Project, il y a quoi? Là on va juste fouiller. Hein. Après on pourrait très bien chercher Jenkins RCE, peut-être qu'on trouvera une doc ou un truc qui nous montre. Alors si je vais dans Configurer. Ah, oh bon, ils nous ont laissé un indice ici, ils ont été sympas. Quand on va dans Build ici, on peut exécuter une ligne de commande en batch. Le batch c'est le langage qui est utilisé basiquement pour les fichiers BAT. C'est des scripts assez basiques sur Windows, c'est un peu l'équivalent des scripts shell.sh, les scripts.sh sous Linux.
Bah du coup ici on a juste à renseigner un reverse shell. Par contre il faut qu'on modifie le port. Alors le port d'écoute je vais mettre 4242. L'adresse IP, est-ce qu'il faut la mettre entre guillemets ou pas? Je me demande. Je pense qu'il faut la mettre entre guillemets l'adresse IP. Donc je vais la mettre entre guillemets et si c'est pas bon, bah ici notre adresse IP aussi 10.14.32.60 2.8080 ici pour le serveur web qu'on va héberger. Tout m'a l'air bon. On va appliquer, normalement c'est bon. Donc là ce que va faire cette commande, bon déjà on va exécuter PowerShell, new object, web client, donne le string. Donc là il va télécharger ce script ici, donc il faudra qu'on héberge un serveur web sur le port 8080 et qu'on télécharge ça au préalable aussi. Donc on fera ça et ensuite il va tout simplement exécuter le script qu'il aura téléchargé ici. -reverse c'est pour dire que c'est un reverse shell donc, pas un bind shell à l'inverse. Il y a soit bind shell soit reverse shell. Ici on précise l'adresse IP qui va recevoir le reverse shell et le port. Donc je vais faire appliquer, voilà ça a été sauvegardé. Maintenant si je vais dans project, je reviens en arrière. À mon avis quand je vais faire lancer un build, du coup la commande s'exécutera. Alors avant ce qu'on va devoir faire c'est télécharger, je vais juste faire un clear. Alors déjà je vais ouvrir deux terminaux. Déjà je vais mettre sur écoute sur le port 4242 ici, ce sera pour recevoir mon reverse shell. Et ici il faudra que je télécharge du coup invoke PowerShell tcp.ps1 et que j'héberge un serveur web. Donc pour ça, hop, on va aller sur le lien qu'ils nous ont donné. Je vais faire wget, voilà, je télécharge le script PowerShell. Vous voyez ici, c'est sur le repository Nichang, voilà. Donc là, je l'ai bien ici, vous voyez, invoke PowerShell tcp.ps1. Donc maintenant, je vais héberger un serveur web sur le port 8080, voilà. Et donc maintenant, je vais aller dans lancer le build, enfin lancer un build. C'est en train de s'exécuter. Est-ce que j'ai reçu quelque chose ici? Alors ok, j'ai bien reçu une requête get pour télécharger ce script, ok. Est-ce que j'ai bien reçu mon reverse shell? Ça met peut-être un peu de temps, hein, on va attendre. Bon, j'ai pas l'air de recevoir un reverse shell, je sais pas à quoi ce serait dû. Alors je vais jeter un œil. Alors ils nous disent quoi? Déjà on a une sortie, peut-être qu'on verra une erreur, peut-être qu'on saura ce qui s'est mal passé. Ampersand not allowed. Ouais, en fait ils me disent ampersand pardon not allowed. Le signe et en fait n'est pas autorisé. Le problème c'est que dans ma commande ici il n'y est pas. Alors est-ce qu'il parle à l'intérieur du script? Invoke expression. Bon écoutez, étant donné que ça marche pas, on va faire autrement. On va juste aller sur revshells.com. On va utiliser une méthode alternative. Oups, j'ai mal tapé. C'est pas grave. On va utiliser une méthode alternative, hein, c'est pas bien grave. Hop, je vais renseigner mon adresse IP ici. 10.14.32.60 4242 et ici je vais utiliser du coup un reverse shell en PowerShell. Moi j'aime utiliser celui-là en base 64. Comme ça, comme c'est des caractères assez simples, j'ai rarement des problèmes de tel caractère pas autorisé, machin truc. Bon, là ça passe partout en vrai. Du coup, je vais retourner ici, je vais refaire configurer, on va y arriver. Hein. Je vais supprimer ça. Hop, je vais mettre mon reverse shell ici. Apply. Maintenant, on va réessayer. Project, lancer un build. Et j'ai bien reçu un reverse shell. Voilà. Bon. Donc là, on a reverse shell en PowerShell. Donc si je tape par exemple Wamai, déjà on est l'utilisateur Bruce de la machine Alfred. Ok. ls. Ok. Ok. Bon du coup, ça c'est fait. Quel est le flag user.txt? Alors ça j'imagine que c'est dans un répertoire utilisateur. Dans notre répertoire utilisateur. ls. C'est Bruce. On va aller dans le répertoire de Bruce. On va aller dans son bureau, j'imagine. C'est là, ok. cat user.txt. Et on a le flag. Voilà, je cache le flag. Hop, je copie le flag ici. Submit. On a terminé la partie accès initial. Maintenant, switching shell. Alors là, j'imagine qu'ils vont nous faire passer sur un shell meterpreter. Ok. Bon, ça pareil, on aurait pu le faire de suite en une seule fois en fait. On aurait pu directement obtenir un reverse shell, un meterpreter directement en fait, en une seule étape. Mais bon, je pense qu'ils nous font passer par plusieurs étapes et plusieurs outils pour nous faire apprendre à utiliser différentes choses. Pour rendre l'élévation de privilège plus facile, switchons à un shell meterpreter. Bon, ça, je vais copier cette ligne, ça m'évitera de la taper moi-même entièrement, mais c'est un truc que j'ai déjà fait normalement en vidéo, donc on va l'appeler meterpreter.exe, port 4243, on va pas utiliser le même port, hein. L'adresse IP 10.14.32.60. Je vais vous expliquer la commande basiquement. Hein. MSF Venom, en fait c'est un outil qui est livré directement avec Metasploit Framework. Ça permet de générer des payloads ou des fichiers contenant des payloads. Donc ici ce qu'on fait c'est qu'on utilise le payload Windows Meterpreter Reverse TCP. Donc là le payload nous permettra d'avoir un reverse shell utilisant le protocole de transport TCP et donc le type de shell sera Meterpreter. Et ce sera pour une machine Windows. L'architecture x86, donc ça c'est pour les machines en 32 bits il me semble.
encodeur, ça c'est pour encoder le payload. Et donc là, on a un type d'encodeur. Il y en a plusieurs disponibles, des plus ou moins fiables. Lhost, c'est pour préciser l'adresse d'écoute qui va recevoir le reverse shell, donc mon adresse IP. Le port d'écoute, 4243, j'ai pas pris le même que pour ce reverse shell, sinon ça va rentrer en conflit. Je pourrais pas mettre deux fois sur écoute sur le même port, hein, c'est pas possible. -f, donc ça c'est pour définir le format du fichier, donc nous ce sera un fichier .exe, un fichier .exe, donc une application Windows. Et -o, c'est pour signifier dans quel fichier, pour définir dans quel fichier on va enregistrer tout ça. Ce sera dans le fichier metterpreter.exe. Et du coup on aura un .exe, et dès qu'il sera exécuté, ça aura pour effet de nous ouvrir un reverse shell, un metterpreter en fait. Donc je vais exécuter ça pour générer le fichier. Ensuite on devra le télécharger sur la machine cible et l'exécuter sur la machine cible. Donc là notre fichier a été généré. On voit ici la taille du fichier en octets, bytes en anglais. On voit le nom du fichier, etc. Bon, du coup juste faire un clear. On va lancer un serveur web Python 3-m http://server 8080. Et on va sur la machine cible télécharger du coup le fichier là qu'on a généré sur notre machine. Moi j'ai pour habitude d'utiliser curl, en fait on va utiliser la commande qu'il nous donne, on va essayer. Ok, j'ai modifié la commande, donc vous voyez ici on va exécuter PowerShell. Pour ça c'est même pas obligé, je pense qu'on aurait pu directement exécuter juste cette partie là comme on est déjà dans un shell PowerShell, mais bon bref. New object, blablabla, download file, on va télécharger du coup sur mon adresse IP sur le port 8080 le fichier metterpreter.exe et on va enregistrer ça dans metterpreter.exe. Par contre je crois qu'il y a une guillemets. Il y a une guillemets que j'ai enlevé sans faire exprès. Voilà. Est-ce qu'on reçoit bien une requête? A bien reçu une requête, ok. Code de réponse 200, donc la page a bien été trouvée. Ça peut être utile quand vous avez des noms de fichiers un peu compliqués. Si vous voyez qu'il y a un code 404 par exemple, c'est que vous avez mal rentré le nom ou autre. La page n'a pas été trouvée. Donc si je fais ls, on a bien le fichier metterpreter.exe ici. On pourrait vérifier la taille au cas où. Bon. Là, normalement il n'y a pas de souci, mais on pourrait très bien vérifier la taille. Ça m'est déjà arrivé, je sais plus dans quel cas, que le fichier se soit mal téléchargé et que le fichier fasse pas la même taille à l'arrivée. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, je vais fermer le serveur web, on en a plus besoin. Je vais lancer la console de Metasploit Framework. Voilà. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un use multi/handler. Donc en fait ça c'est un module qui permet juste de recevoir des reverse shell. Voilà. Et je crois aussi de se connecter sur des bind shell, il me semble. Moi je m'en suis servi que pour des reverse shell honnêtement. Du coup, première chose déjà, on va définir le payload qu'on utilise, set payload. Donc c'est le payload qu'on a utilisé avec la commande msf venom tout à l'heure. Donc je vais faire set payload, on avait utilisé le payload windows/metterpreter/reverse -tcp. Voilà. Donc on a défini le payload utilisé. Maintenant on va définir le port d'écoute, set lhost. Moi je mets tune 0. C'est l'interface tune 0, c'est plus rapide. Je crois que je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est juste l'interface du VPN de TryHackMe en fait. Ça évite de taper l'adresse IP ici. D'ailleurs j'aurais pu le faire dans l'autre commande avec MSF non mais bon c'est pas grave. Set lport et le port d'écoute on a mis 4243. Donc là je fais run. Et là maintenant Metasploit va attendre une connexion sur le port 4243. Donc maintenant, je vais faire ce qu'il nous dit start-process et on va exécuter du coup metterpreter.exe. Voilà, ici on a bien reçu une connexion et on a un shell metterpreter qui a été ouvert. Donc maintenant si je fais par exemple get-uid, oui parce que c'est pas exactement les mêmes commandes, si je fais whoami il va pas reconnaître je crois. Ouais, voilà. Quand vous êtes dans un metterpreter les commandes sont pas les mêmes. Et pour l'élévation de privilèges c'est bien pratique. Donc là vous voyez on est bien Alfred, enfin on est bien l'utilisateur Bruce sur la machine Alfred. Okay. Donc maintenant ça c'est fait. Ah oui, il nous demandait la taille finale du payload qu'on a généré. Normalement j'ai regardé sur le reverse shell là. La taille du fichier c'était 73 802 octets ou 73,802 kilooctets. Voilà. Maintenant on passe à l'étape d'élévation de privilèges. Ok. Bon je vais pas tout lire je pense. Ça va être long de tout lire, ça va être ennuyeux je pense à regarder. Vous pourrez lire vous si vous voulez. Vous pourrez mettre sur pause pour lire. Voilà, pas lire ça dans la vidéo parce que ça va être ennuyeux à regarder. Là on doit regarder les privilèges qu'on a avec whoami/priv. Alors ça par contre justement il nous demande ça alors qu'on a un shell metterpreter. Normalement dans un shell metterpreter c'est pas cette commande, normalement c'est getPriv je crois. Non c'est pas là, pardon excuse-moi. GetPriv, voilà c'est ça. On a quand même beaucoup de privilèges. Sinon on va faire ce qu'il nous demande aussi dans le reverse shell ici. On peut faire whoami/priv. Et ici bon vous voyez on a les privilèges activer, désactiver. Est-ce une personne de privilège? Celui-là est intéressant pour l'élévation de privilège. Je crois que c'est le seul qui soit vraiment intéressant d'ailleurs. Du coup là il nous demande quoi? You can use that to privileges. Est-ce debug privilège? Est-ce une personne de privilège? Ouais, ils sont activés, ok. On va utiliser le module incognito qui va nous permettre d'exploiter cette vulnérabilité. Load incognito, oui bon ça c'est pour charger un module. Load incognito.
Recto. Là, on a chargé le module. Normalement, on aura d'autres commandes qui seront disponibles dans notre metteur-prêteur. Donc ça, c'est bon. Pour vérifier les tokens qui sont disponibles, on peut faire list token-g, ok. Oula, oui, quand même, ok. Bon, celui-là est le plus intéressant, j'imagine. Hein. Ouais, ils nous disent, c'est ça. Ils nous disent, regardez, le token built-in administrators est disponible. Et on peut faire impersonate token built-in administrator command pour voler l'identité. J'ai perdu le mot, excusez-moi. Pour voler, entre guillemets, l'identité des administrators, ok. On va se faire passer pour un administrateur en fait en utilisant leur token. Quelle est la sortie quand on utilise getUID command, ok. Donc, on va faire impersonate token built-in. Built-in, c'est en fait tout ce qui est groupe et utilisateurs qui sont par défaut sur Windows normalement. Not currently running a system. Died 1. Oula. D'accord, bon. Mon reversal est mort. Enfin, mon metteur-prêteur est mort. C'est bizarre, je vais le relancer. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Alors, je sais pas si c'est du hasard que ça fonctionne maintenant. En tout cas, avant, j'ai utilisé use incognito au lieu de load incognito. Donc voilà. Donc là, ça a fonctionné. Successfully impersonated user NT authority system. Donc là, si je fais get UID, nous sommes bien NT authority system. Donc je vais copier ça. On va le renseigner ici. Hop, NT authority system. Même si nous avons des privilèges élevés, cela ne veut pas dire que nous avons les permissions d'un utilisateur privilégié. Ceci est dû à la manière dont Windows gère les permissions. Il utilise le token principal du process et pas celui et pas le token qu'on a usurpé pour déterminer le processus, pour déterminer ce que le processus peut faire ou ne peut pas faire. Okay. Et là, on doit migrer dans un processus avec les permissions correctes, blablabla. Ils nous disent le processus le plus safe à utiliser pour éviter de faire crash ou quoi la machine, j'imagine. Donc ça, on l'avait déjà fait dans un CTF sur Windows, justement, le CTF Blue, je crois, ou je sais plus. Il y avait un CTF où on avait dû faire ça. Enfin, il nous avait demandé de migrer dans un autre processus, ça n'avait pas marché d'ailleurs. Faire PS, et ici on voit, par exemple, on a ce processus qui tourne en tant que NT Authority System. Si je regarde, vous voyez, metteur-prêteur.exe, vous voyez, lui, il tourne toujours en tant que Alfred Bruce en fait. Donc il n'a pas les droits, plus élevés en fait, ce processus. Ce qui fait que j'ai beau être NT Authority System, ça ne veut pas dire que mon processus l'est en fait. Je suis quand même limité au niveau des permissions. Donc c'est pour ça qu'il faut migrer dans un autre processus. Ils nous ont dit d'utiliser service.exe, donc c'est ce qu'on va faire. On a le PID ici, 668. Donc on va faire migrate 668. Voilà, on a migré correctement. Donc maintenant on devrait avoir complètement le droit d'aller où on veut. Je vais aller dans... Ils nous disent d'aller récupérer le flag dans système32 /config. Ah mince, c'est vrai que j'oublie tout le temps. Le metteur-prêteur, comme c'est différent, il faut mettre des slash. Même en étant sur Windows, c'est un peu chelou parce que normalement sur Windows c'est des anti-slash. Mais enfin bref. ls. Et ici on a le flag root.txt, donc je vais le lire, cat root.txt. Et voilà, et ici on a... par contre il y a un bug ici, je sais pas quoi c'est dû. Il y a un bug d'affichage ici. Bon enfin bref, le flag ça doit être juste ça. On va le renseigner sur Triac, mais ici, hop, submit. Et on a terminé ce CTF. Bon, c'était pas extrêmement compliqué, puis c'était plutôt bien guidé quand même. Hein. Mais alors, ce qui est bien, c'est que là on a vu une nouvelle méthode d'élévation de privilèges qu'on n'a jamais utilisée en vidéo, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce CTF? Eh bien, comme d'habitude, on a énuméré les ports ouverts et les services. Donc ensuite on a trouvé le mot de passe et l'identifiant du serveur Jenkins, du service Jenkins, parce qu'en fait c'était le mot de passe et l'utilisateur par défaut, j'imagine, admin. Et du coup on a pu ensuite obtenir un reverse shell en PowerShell. Ensuite on a ouvert un metteur-prêteur, un shell metteur-prêteur pour l'élévation de privilèges dans la partie switching shells. Et ensuite dans l'élévation de privilèges on a utilisé le module incognito, c'est un module intégré à Metasploit, qui nous a permis de lister les tokens. Et comme on avait les droits SE impersonate privilege, voilà. Et l'autre c'était SE debug privilege. On avait ces deux privilèges là qui nous ont permis du coup de lister les tokens présents sur la machine et d'usurper le token administrators pour avoir pour élever nos privilèges, pour se faire passer justement pour un utilisateur administrator. Et ensuite on a migré vers un processus pour avoir les droits complets sur la machine. Donc c'était plutôt intéressant comme CTF. On va juste regarder ici les deux choses qu'on a utilisées qui nous intéressent. J'essaierai de vous trouver une doc sur cette permission là précisément et sur cette permission là, puisque c'est les deux permissions qui nous ont permis d'élever nos privilèges. Ce serait intéressant de savoir exactement à quoi elles correspondent. Donc celle-là nous donne le droit de justement usurper un token, SE in person privilege. Par contre SE debug privilege je suis pas sûr, donc je vais pas vous dire de bêtises. J'essaierai de vous trouver une doc, elle sera en description normalement pour chacun de ces privilèges. Après libre à vous de regarder les autres aussi si vous voulez. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like.
Vous aurez le compte rendu écrit en description. Aussi, vous aurez le sommaire et les liens utiles et les documentations en description. Donc si vous avez quelque chose à dire, votre avis, n'importe quoi, la section commentaires est là. Si vous souhaitez voir les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, que ce soit du gaming ou des CTF, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.